Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons avancer davantage dans l'observation nuancée pour pouvoir clarifier ce qui nous arrive, notamment au sein de certaines relations atypiques. À partir de ce tableau, reprenons donc la partie droite. Nous avons vu antérieurement que beaucoup de profils pouvaient être confondus avec le profil évitant. Au départ, c'est une hypothèse. Mais si jamais vous reconnaissez les comportements que je vous ai cités dans le podcast antérieur à celui-ci et compare sur l'hypothèse que ce serait quelqu'un d'évitant ou quelqu'un qui a un type d'attachement évitant, et donc nous avons vu qu'il y a 4 types différents, donc les sécures, la moitié de la population, les insécures, l'autre moitié de la population, qui se divisent en 3 grandes catégories, entre les anxieux 20%, les évitants 25% et les chaotiques désorganisés 5%. Le dernier groupe qui ne représente que 5% sont les gens dont l'attachement oscille entre l'anxiété et l'évitement. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ces dernières nuances. Donc, vous voyez que 25% de la population a un attachement évitant. Cette population-là ne correspond pas à celle des 5% juste à droite qui a aussi de temps en temps l'expression de cet attachement évitant. Donc bien souvent, il y a confusion entre ces deux groupes de la population, entre les 25% et les 5%, qui forment un grand groupe de 30% où tout le monde est mélangé. Et donc sur mon tableau, j'ai entouré les évitants de 25% en bleu et les chaotiques désorganisés qui oscillent une fois vers l'anxiété, une fois vers l'évitement. Je les ai entourés en jaune. Et maintenant, on va voir leurs différences. Parmi le groupe qui a un attachement chaotique désorganisé, ce sont bien sûr les personnes les plus en difficulté car elles n'ont pas trouvé de modalité majeure pour s'attacher, c'est-à-dire ni sécure, ni anxieux, ni évitant. N'ayant aucune stratégie claire une fois le surattachement, une fois le sous-attachement pour relationner, ces personnes-là subissent elles-mêmes leurs troubles. Comme tout le monde, elles ont besoin d'affection, elles ont besoin de nouer, de se relier à leurs semblables. Mais elles vont le faire d'une manière tout à fait tragique. Un coup, elles réclament votre présence et le coup suivant, elles se demandent « qu'est-ce que vous foutez là, quoi ?» Et parfois, dans la même phrase, sur le même coup, elles peuvent vous demander de l'attention tout en vous reprochant d'être trop présent. En tout cas, on perçoit bien, c'est vraiment perceptible, l'anxiété de séparation, l'anxiété d'abandon et l'évitement de la relation. Par exemple, la personne peut vous contacter pour pouvoir être rassurée, calmer son anxiété, demander à se voir ou tout simplement envoyer un message pour attirer de l'attention. Et une fois qu'elle est apaisée, eh bien, elle se tire de la relation. Ciao, merci, au revoir. Et donc, plus la personne est chaotique, désorganisée, plus les switches vont être rapides. Souvent, en la présence de cette personne, on se sent mal à l'aise et on ne sait pas trop sur quel pied danser. On aura parfois tendance à se sentir comme un objet en sa présence et pas comme un sujet. Ce groupe de 5%, ce sont les personnes qui ont le plus besoin de relationnel. Pourquoi ? Eh bien, l'instabilité intérieure est telle qu'elles ont besoin quelque part de se nourrir de la relation, de l'autre, de l'altérité pour pouvoir calmer leur tension intérieure. Elles vont même tout organiser autour de cela. Vous allez parfois vous sentir manipulé, comme ballottées dans un flipper afin qu'elles puissent obtenir la nourriture narcissique dont elles ont besoin. Au départ, elles pourront vous faire du love bombing et ensuite un silence radio, ou alors vous jeter des miettes, ou encore vous faire des reproches, vous rabaisser et pourquoi pas vous hurler dessus si c'est nécessaire juste pour garantir le contrôle de la situation. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, c'est le contraire, c'est les sables mouvants.
Ces personnes-là ne sont pas assez construites à l'intérieur que pour pouvoir s'observer et se remettre en question. Il est donc plus simple pour leur survie mentale de pouvoir rejeter tout ce qu'elles ressentent sur l'extérieur, sur vous, sur l'interlocuteur. L'estime de soi, pour ces personnes, est tellement fragile que les relations sont très complexes, très difficiles à situer. Parfois, ça part en cacahuète. Et de l'extérieur, on ne sait même pas toujours pourquoi. Et lorsque je dis qu'elles ont besoin du relationnel pour pouvoir réguler leur tension intérieure, cela ne signifie pas forcément que vous allez les voir souvent. C'est plutôt qu'elles vont se servir de ce relationnel pour pouvoir gérer ce qui se passe à l'intérieur d'elles. La question à se poser ici, c'est combien de temps vous allez tenir dans ce genre de relation. Ces personnes-là, ayant rencontré de grands traumatismes, ont une vision d'eux-mêmes très abîmés. Certains ont même la croyance que leur vie n'a aucune valeur ou alors qu'ils ne méritent pas de vivre. Et donc cela donne des réponses parfois de grande colère. Pourquoi j'existe? Pourquoi on m'a mis là? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pour un observateur extérieur, c'est vraiment pas enviable la vie qu'ils ont et la souffrance qu'ils endurent. Malheureusement pour eux, on ne retient que leur comportement inadapté, inadéquat, et on aurait tendance à vouloir les rejeter. Et donc ces personnes-là switchent pour pouvoir trouver des moyens de se stabiliser, mais il n'y a aucun moyen qui est vraiment bon pour eux. Ils essayent un coup sur le versant anxieux pour pouvoir être rassurés par l'extérieur, et le coup d'après, ils seront sur le versant évitant, en se disant « Ah non, il ne faut pas que je voie l'autre parce qu'elle va me contaminer avec ses émotions. » Ou alors, elle ne va pas m'accepter comme je suis. Et donc, la vie amoureuse est l'endroit où il y a le plus de déclencheurs d'attachement. C'est l'endroit où va se jouer le plus les réactions, les switches notamment. Et en dehors des périodes d'activation, la personne, elle peut avoir l'air tout à fait stable. Elle n'est pas tout le temps aux prises de ses émotions. Et bien sûr, on peut avoir un attachement de style désorganisé à différents degrés. Néanmoins, que ce soit la vie affective, que ce soit la vie professionnelle ou amicale, est très compliqué à organiser et donc à maintenir dans le temps. Le rejet par l'extérieur va reconfirmer la croyance de cette personne qu'elle ne vaut rien. On va observer que ces personnes ont connu des enfances avec beaucoup d'adversité. Que ce soit l'abandon, le rejet, la maltraitance physique ou un manque d'attention, d'écoute, d'encouragement et certainement de sécurité, c'est-à-dire que la personne n'a pas reçu ce dont elle avait besoin. Et donc tout le long de sa vie, cette personne a été traumatisée, que ce soit par ses figures d'attachement, ses parents ou par l'entourage. Je parle ici de disqualification de la part de l'extérieur, voire d'insultes ou de violences verbales et physiques. On retrouve notamment les familles où se trouvent les incestes ou les relations incestueuses. Au sein de ces familles, il n'y a pas forcément d'atteinte physique, mais l'inceste existe quand même sur d'autres plans. Donc l'enfant, il a survécu à tout cela, mais sa construction intérieure n'a pas pu s'établir correctement. Il ne bénéficie pas de fondation stable pour connaître ses qualités, ses défauts, sa valeur. Et donc, malgré cela, pour avancer dans la vie, pour survivre à son drame infantile, le sujet à l'attachement chaotique désorganisé va quand même essayer de s'organiser, donc en allant soit vers une modalité davantage d'évitement, c'est-à-dire ne compter que sur lui-même, ce qui n'est pas l'idéal, mais ce qui est déjà mieux que la désorganisation ou le chaos. Donc si je suis tout petit et que je fais semblant que tout va bien et que je ne ressens rien et je me rends compte que ça passe déjà un peu mieux, que je me prends moins de coups, eh bien ça va renforcer ce comportement d'évitement. Et à l'inverse, si je suis un petit bout et que je me rends compte qu'en me plaignant et en essayant d'obtenir des miettes de la part de l'extérieur et que ça marche, eh ben, ça renforce mon côté anxieux. C'est pour cela que ce type d'attachement chaotique désorganisé est très rare et il est très minime parce que les gens finissent par s'organiser pour survivre. Et donc, quelle que soit la stratégie que vous avez choisie instinctivement, eh bien, chapeau déjà.
Alors ici, il n'est pas question de stigmatiser ou de fustiger qui que ce soit, simplement pouvoir observer la différence avec quelqu'un qui a réussi à s'organiser dans une stratégie claire qui est soit l'anxiété ou l'évitement. Donc ne pas confondre quelqu'un qui fait partie des 5% et avec laquelle la relation est vraiment très complexe, disons-le chaotique, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de changements, de programmes, d'attitudes, on ne sait pas vraiment dans quoi on a mis les pieds, avec quelqu'un qui ferait partie des 20% des anxieux ou des 25% des évitants. Un anxieux, il ne va pas alterner, il ne va pas tout d'un coup devenir évitant. Et pareillement, l'évitant, sous l'effet de la peur, il devient encore plus évitant, donc il ne switch pas. Et le changement que vous percevez dans son comportement, c'est au niveau de la gradation. Il est devenu évitant plus. Il ne va pas tout d'un coup devenir collant et étouffant. Et cela est déjà heureux parce que c'est déjà une meilleure organisation que le chaotique. Et je comprends que ce n'est pas simple à différencier avec le profil évitant. Parce que le profil évitant, lui, il est plutôt froid, rarement chaud, mais il a aussi besoin de contact, de relationnel malgré tout. Mais comme on l'a vu, c'est plutôt un ex-enfant qui s'est organisé pour être indépendant, pour ne compter que sur lui-même. Donc c'est pas cette personne-là qui va venir vous demander de l'aide et qui risque de vous utiliser. Et aussi, les personnes qui ont un attachement évitant considèrent les autres comme sujets. Tandis que les personnes qui ont un attachement chaotique, on se sent plutôt comme un objet à leur contact. Tout étant organisé pour apaiser leur tension intérieure, on sent bien qu'elle essaye de nous aiguiller, nous diriger, si pas nous manipuler. L'évitant, comme tout un chacun, tente d'influencer son entourage et aussi il manipule clairement, mais c'est pour obtenir la paix royale, pour avoir sa solitude, pour ne pas être étouffé. Il ne va pas manipuler pour obtenir quelque chose d'autre. Pareillement, les personnes anxieuses vont aussi manipuler pour pouvoir obtenir des indices de l'extérieur de validation, pour pouvoir apaiser leur peur. Mais elles ne vont pas aller jusqu'à essayer de gratter autre chose. Ces personnes-là, de ce que j'ai observé de mon expérience, ce ne sont pas des grands stratèges. En général, quand elles manipulent, elles le font de manière tellement évidente que ça joue même contre elles. Tandis que sur le profil chaotique, la manipulation va plutôt servir à vérifier qu'on a une ascendance sur les autres, qu'on peut les dominer, qu'il y a ce rapport de force pour pouvoir vérifier sa valeur intérieure qui est complètement effritée. Et retenez que tout le monde, même les gens sécures, peuvent influencer leur père, leurs semblables, et utiliser de la manipulation, tout dépend de l'intention. Et quant au narcissisme de chacun, parce que j'entends les voix qui se disent oui, mais là vous parlez de perversion narcissique, eh bien je vous propose une vision qui est très personnelle. Je superpose à cette grille d'attachement la notion de narcissisme qui va du narcissisme sain, c'est-à-dire connaître ses qualités, ses défauts, ses limites, au point de ne plus faire de soi un sujet central et capital, jusqu'au narcissisme pathologique. Dans le narcissisme pathologique, eh bien, tout est ramené à soi. Chaque chose qui est dit, qui est vécue de l'extérieur, provoque quelque chose en soi. Quelque chose qu'on a du mal à juguler, à calmer, à apaiser, à organiser. Et donc, si on accepte cette vision, eh bien, on peut comprendre pourquoi les anxieux ont aussi un côté narcissique et pourquoi les évitants ont aussi du narcissisme. Mais il ne sera jamais aussi souffrant et voire pervers que chez les personnes qui ont vécu de grandes adversités dans la vie et qui ont de grands traumas. Et donc, tout l'enjeu, si vous avez compris, c'est d'arriver à être en sécurité et de nourrir un narcissisme tout à fait sain envers soi-même. Et quel que soit l'endroit depuis lequel on part, même si on était chaotique, désorganisé, enfant, eh bien, sachez qu'il y avait 15% d'enfants
de ce groupe-là et vous voyez bien qu'adultes, il n'en reste plus que 5. Et donc, cela signifie bien qu'il y a la possibilité de résilience. Et donc, que peut-on conclure de ce podcast? C'est déjà de pouvoir observer soi où est-ce qu'on en est avec honnêteté dans ce tableau. Et aussi pouvoir observer l'autre avec honnêteté, avec clarté, lucidité, avec bienveillance aussi pour ne pas juger les gens. Sachez que personne au monde ne fait exprès d'être arrangé psychiquement. Bien sûr, les personnes les plus fracassées psychiquement peuvent être dans la manipulation et avoir conscience de manipuler. Et certains peuvent même en jouir, mais cela ne signifie pas que la personne se gargarise intérieurement d'être qui elle est. Même bien souvent, je pense que ce n'est pas enviable. Personne ne rêve d'être comme ça. Donc personnellement, j'ai plutôt une approche bienveillante envers les autres. Pas besoin de les juger et pas besoin de faire preuve d'empathie plus par rapport à des profils qui seraient très marqués par un narcissisme pathologique et donc toxique dans la relation. Concrètement, quelqu'un dont vous observez le comportement qui switch régulièrement entre anxiété et évitement est quelqu'un qui a une grande souffrance. Mais est-ce que cela signifie obligatoirement qu'il faille le sauver? Non, ce n'est pas du tout mon discours. La première des questions à se poser, c'est qu'est-ce que moi je fais dans cette relation avec une personne qui agit ainsi, qui se comporte ainsi? Si l'on considère qu'on est tous dans le même grand jeu vidéo et qu'on vise tous la sécurité, eh bien, il y a des questions à se poser, à savoir comment ça se fait que je suis attirée par cette personne. Le fait qu'elle switch, par exemple, depuis l'évitement vers l'anxiété peut nous donner l'impression qu'elle va mieux et donc ne pas voir précisément de quel profil il s'agit. Et puis, juste après, retomber dans le désespoir puisqu'elle retourne ensuite vers l'évitement. Avec l'évitant-évitant, il y a aussi une grande désespérance parce que c'est vraiment très rigide et on ne sait pas quand il va pouvoir sortir de cette défense. Et il est vrai que lorsqu'il arrive à dépasser sa défense, il revient dans la relation, peut faire preuve d'un minimum de chaleur, mais ce ne sera jamais exprimé comme chez quelqu'un qui a un attachement anxieux, ce sera plus discret. Alors maintenant, voyons une dernière nuance, c'est le trouble de la personnalité évitante, donc vraiment l'évitant plus. Ce n'est pas uniquement la façon de s'attacher de cette personne qui est évitante, c'est toute sa personnalité qui est inscrite comme ça. La prévalence de ce trouble de la personnalité est de 2%, et donc vous voyez que je l'ai placé dans mon tableau en dessous de l'attachement évitant de 25%. Que peut-on dire de plus pour cette spécificité-là? C'est que les individus vont éviter tout le monde quasi, que ce soit au boulot, en famille, dans le couple. Il leur faut une grande confiance envers l'autre pour pouvoir se détendre un peu dans la relation. Et une fois que vous avez été accepté, eh bien ce sont des gens très loyaux. C'est tellement dur pour ces personnes-là de rentrer en relation que lorsqu'ils y arrivent, ils y tiennent beaucoup à la relation. Et lorsqu'on dit que les évitants sont plutôt des infidèles ou ouverts à l'amour pluriel, d'après moi, on parle plutôt des 25% des personnes qui ont un trouble de l'attachement évitant ou alors des chaotiques. Normalement, avec ce tableau, vous pourriez arriver à entrevoir que nous sommes tous dans le même bateau en train d'obtenir un peu de sécurité les uns pour les autres, les uns avec les autres, et que donc pour certains, il est utile de consulter quand cette sécurité est simplement pillée au détriment de quelqu'un sans consentement et qui laisse derrière un vide, du désenchantement, de la perte d'énergie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, il existe bien dans la population des personnes qui n'ont aucun attachement. Et donc, c'est super facile pour ces personnes-là de vous utiliser comme un pion puisqu'elles ne ressentent rien. Elles ne sont pas en train d'osciller entre
de l'anxiété ou de l'évitement, elles sont tout simplement en train de mimer quelque chose pour obtenir quelque chose. Elles sont capables de tout mimer, l'anxiété et l'évitement. En revanche, une émotion qui paraît plus ou moins vraie pour ces personnes-là, c'est la colère. La colère lorsqu'elles sont frustrées de ne pas obtenir ce qu'elles souhaitent. Au-delà de toutes ces spécificités, tous ces critères, si vous êtes avec quelqu'un, aussi curieux soit-il, atypique, qu'il ait une enfance mais complètement fracassée, mais que cette personne-là vous remet dans le chemin, vous donne de l'énergie, de l'amour, de la réciprocité, et cela dans une relation constructive et constructible, bien, quel que soit son type d'attachement, j'ai envie de dire, où est le problème ? J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce, de vous abonner ou de partager. Merci pour votre fidélité. Je vous dis au revoir et à très bientôt.